Aujourd'hui, on est dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. On vit des moments mouvementés avec le virus. Donc clairement, en effet, il y a des effets immédiats concernant les économies. On est aujourd'hui dans une récession. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit au Japon, en fait, on a une récession globale. On va même voir en effet que les chiffres de croissance pour les pays en voie de développement, les emerging markets, vont aussi frôler avec la frontière de 0% de croissance, voire être aussi en négatif. Donc, comme le FMI récemment l'a dit clairement, en effet, on vit une récession globale qui est tout à fait comparable avec ce qu'on a vécu en effet dans les années 1930. Et donc, c'est une grande récession, mais qui est bien entendu tout à fait exceptionnelle de par sa structure, parce qu'en effet, avec le confinement, on passe d'une activité, c'est quasi binaire d'une activité à un autre état de non-activité. Et donc aujourd'hui, ça impacte clairement en effet donc les économies. On le voit clairement si on voit du côté américain les chiffres du chômage qui sont en train de grimper d'ailleurs. On a les demandes en effet d'allocation, de soutien d'aide donc au chômage. On voit en effet que dans 3 semaines, on a déjà monté direction de 13 millions de personnes touchées. On va probablement frôler les 20 millions aujourd'hui avec de nouveaux chiffres qui vont sortir. Mais donc l'un dans l'autre, on va avoir aussi clairement une remontée agressive du taux de chômage aux États-Unis. Et il y a certains qui parlent de 15 voire 20%. Donc c'est très important. La consommation qui est le vecteur premier de croissance pour les États-Unis est clairement touché lui aussi. Les ventes au détail ont déjà plongé et donc bien entendu on comprend qu'on va avoir pour une partie du premier trimestre, mais certainement pour la plus grande partie du deuxième trimestre, on va avoir des effets très importants avec évidemment une croissance négative de l'ordre de 5%, voire plus pour les différents pays dans l'Occident. Donc à suivre, je dirais. Forcément, ceci n'est pas resté sans réaction des instances publiques. Je dirais que bien, on a d'une part bien entendu la crise et d'autre part les réactions. Mais les réactions étaient assez importantes. D'une part, déjà des instances monétaires. Et donc il faut parler des banques centrales. Et les banques centrales les plus importantes au monde, bien entendu, c'est la Federal Reserve pour les États-Unis, c'est la Banque centrale européenne, la BCE pour l'Europe. Et donc les deux ont directement réagi. Pour la Federal Reserve, on a aujourd'hui le plan d'aide le plus important qu'on puisse imaginer. Ça n'a jamais été aussi important de point de vue envergure. On n'a eu pas uniquement en effet une coupure dans les taux immédiats. On est passé aujourd'hui pour tous les pays du G7 vers un niveau soit zéro, voire négatif, comme on connaît donc en Europe. Mais donc c'est inédit et clairement en effet, on a coupé de partout sur cette planète dans les taux clés monétaires. Maintenant, ce n'est pas resté à ce point-là. On a en effet donc 0% sur le monétaire, mais en même temps, on a clairement aussi un assouplissement quantitatif. Ça veut dire en effet que les banques centrales et la Federal Reserve, dans un premier temps, injectent de liquidités dans l'économie. Elle le fait en achetant en effet tout genre d'obligations, que ce soit étatique, que ce soit non étatique, que ce soit court terme, que ce soit long terme. Et l'idée, c'est avant tout en effet d'éviter ce qu'on appelle un credit crunch, d'éviter que des sociétés ne seraient plus à même d'emprunter pour même des besoins à court terme. On a vu clairement en effet une pression sur le marché du commercial paper, donc le papier court terme, d'obligations très court-termistes, style 1 jusqu'à 12 mois. Et donc là, clairement, en effet, aussi la Fed est intervenue. La Fed n'est pas uniquement intervenue pour son économie propre. On sait aussi que, bien entendu, avec la devise dollar, qui est la première devise au monde, que plein de sociétés internationales ont besoin de pouvoir se financer en dollars. Et donc, de ce fait-là, la Fed a clairement aussi mis en place des lignes de swap avec d'autres banques centrales au monde afin d'échanger des dollars pour que d'autres sociétés ailleurs qui ont besoin de financement de dollars peuvent clairement en effet avoir accès aux billets verts et qui ne sont pas tout d'un coup coupés. Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé du côté européen, c'est assez similaire. Clairement, la Banque centrale européenne
achètent à nouveau des gros montants donc d'obligations étatiques, mais aussi des très importants montants en obligations donc de société. Il y a un autre problème qui vient se greffer sur, en effet, la récession, à savoir la cohésion, bien entendu, de l'Union européenne. On sait bien entendu qu'il y a des grosses différences de croissance entre, par exemple, l'Allemagne et les pays nordiques et la Hollande d'un côté, et le sud de l'Europe. C'est pareil quand on parle en effet de la situation budgétaire, de la dette en général. Les rapports de dette sur PIB sont tout à fait différents si on compare sud par rapport au nord. Et que bien entendu, on a aujourd'hui à nouveau un risque où des banques, des sociétés tomberaient en faillite et qui vont en effet aussi amener davantage de pression sur des pays qui sont membres de la zone euro. Et donc on pense notamment bien entendu à l'Italie, on pense à l'Espagne, on pense à d'autres pays dans le sud, mais c'est surtout l'Italie qui aujourd'hui, déjà on le voit, avec un écart de rendement par rapport à l'Allemagne qui dépasse 200 points de base, donc 2% de rendement, pourrait avoir en effet davantage de problèmes. Et la BCE l'a très bien compris. En fait, auparavant, où elle devait se limiter à des achats par membre pays donc de la zone euro, se limiter à ce qu'on appelle le capital key, donc la clé du capital, à savoir qu'il fallait respecter X% de l'Allemagne et X% d'Italie, elle dépasse clairement cette contrainte. Je pense qu'elle a bien fait dans ce sens-là parce qu'en effet, imaginons qu'il y aura une hausse importante du spread, de l'écart donc de rendement entre Allemagne et Italie, on pourrait arriver à un point où l'Italie aurait vraiment du mal encore à se financer. Donc cette problématique est particulière donc à l'eurozone et fait qu'aujourd'hui en effet les ministres de Finances essayent de mettre en place d'autres véhicules qui viendraient soutenir en effet les différents pays membres. Et donc on a parlé déjà de l'ESM, on a parlé de Corona Bonds, on a parlé en effet d'une mutualisation de la dette au sein de l'Europe. On n'est pas encore pleinement arrivé à cette dernière étape, mais clairement ça reste d'actualité aujourd'hui. Dans le reste du monde, bien entendu, on a des problèmes économiques similaires, sans des spécificités comme on retrouve donc en Europe. Mais si on regarde en effet une autre puissance macroéconomique de taille, la Chine, là heureusement on se sort tout doucement en effet de cette histoire de confinement et l'économie reprend tout doucement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est un autre volet dans la problématique économique aujourd'hui, c'est que tout ce qui est ligne de production, la globalisation est clairement mis en danger. Et c'est vrai qu'en effet, chaque pays apportait souvent un maillon dans la chaîne de cette chaîne de production. Et s'il y a certains maillons qui tombent de la chaîne, il y a un clairement problème de livraison, de fournir des produits à temps. Et donc je dirais que pour le futur, clairement, le just-in-time delivery, comme on dit en anglais, va être clairement mis sous pression. On retrouve déjà en effet parfois ça et là pour des sociétés de haute technologie, la problématique de livraison. Et donc, c'est un autre débat qui clairement va mener à, in fine, arriver à un monde qui est post-corona-crise, tout à fait différent par rapport au pré-corona-crise. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, clairement, il faut tenir à l'œil ce qui se passera avec, en effet, l'économie, la durée de la crise du virus et bien entendu la réaction des marchés par rapport à ceci. Maintenant, si je peux revenir à une situation en effet donc, que j'avais décrite étant monétaire, il faut se dire qu'en effet, ce qu'on vit aujourd'hui va finalement se cristalliser dans une situation tout à fait atypique, à savoir une explosion de la dette par pays. Et donc, une fois la crise derrière nous, on va se retrouver avec des déficits budgétaires à travers les différents pays qui vont toucher des nouveaux records. Et ça peut être du style 9% en Belgique, comme 15% aux États-Unis, avec un effet bien entendu direct aussi sur la dette totale par rapport au PIB. Et donc la Belgique qui était en train de
ou essayer de passer en dessous de la barre de 100% de taux d'endettement. Clairement, ce ne sera plus le cas. On va passer vers potentiellement 110 et donc là aussi on aura un monde qui sera différent parce que par après comment est-ce qu'on va faire pour repayer ces dettes. Et là on parle de la monétisation de la dette par les banques centrales où les banques centrales vont simplement faire tourner la planche à billets pour justement venir au secours des différents gouvernements. Et donc avec tout ceci, finalement, qu'est-ce que cela implique pour les portefeuilles? Ça implique que les portefeuilles doivent être construits d'une façon défensive. Et clairement, en effet, qu'il faudrait aussi veiller à ce qu'on ait une décorrélation entre différents actifs. Il est clair aussi qu'aujourd'hui, avec la chute des marchés des actions, qu'il y aura potentiellement, en effet, des bonnes affaires à plus long terme, mais qu'il y a beaucoup de volatilité qu'il faut prendre en compte. Et donc, décorrélation veut dire clairement, en effet, que d'une part, on peut acheter des actions de bonne qualité voulant dire un bilan vraiment solide, la potentialité ou la probabilité, en effet, de payer des dividendes et de pouvoir les payer et ne pas s'endetter pour les payer justement. Et de l'autre côté, d'avoir des obligations étatiques qui protègent comme les treasuries américains, mais aussi d'avoir, par exemple, un peu d'or dans son portefeuille, puisque s'il y a la monétisation de la dette dont j'ai parlé et qui sera lancée par les banques centrales, on va avoir clairement aussi une utilité d'avoir de l'or dans les portefeuilles, puisque en effet, imprimer des billets va faire monter la masse monétaire et sera en faveur de l'or. D'autres devises qu'il faudrait aussi avoir un peu en portefeuille, le yen et le franc suisse, parce que c'est ce qu'on appelle des safe havens, et donc qui pourraient aussi aider à cette décorrélation. L'un dans l'autre, il faut assumer la volatilité, il faut construire un portefeuille bien décorrélé entre les classes d'actifs et essayer d'être très rigoureux par rapport à ses choix d'action. Voilà.